Madame la Présidente, Madame, Monsieur de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés. Qu'est-ce qu'un proxénète? Avant ces 2 jours d'audience, il nous restait peut-être encore un peu de cette image selon laquelle le maquereau est un criminel expérimenté à la tête d'un réseau opaque et puissant, exploitant de jeunes étrangères droguées dans des périphéries inquiétantes. À l'issue de ces 2 jours d'audience, du procès qui s'achève, petit à petit a été taillée en pièces cette représentation insuffisante et dangereuse. Dangereuse parce qu'elle nous maintient dans l'illusion que la prostitution est loin de nous, qu'il faut des réseaux complexes et des moyens puissants pour l'organiser. Dangereuse également parce que de tels stéréotypes font croire aux victimes elles-mêmes qu'elles ne se prostituent pas tant qu'elles ne se retrouvent pas sur le trottoir à racoler des voitures. Et pourtant, aux yeux de la loi pénale, il n'y a aucune ambiguïté possible. Pierre n'est pas un loverboy. Il n'est pas non plus un protecteur. C'est un proxénète qui s'est rendu coupable de faits de proxénétisme aggravé sur mineur de 15 ans. Yasmine n'est pas une grande sœur, ce n'est pas un intermédiaire, c'est une proxénète qui s'est rendue coupable de faits de proxénétisme aggravé sur mineur de 15 ans. Il n'y a pas la prostitution glauque sur les trottoirs et la prostitution chic dans les centres-villes. Il n'y a pas d'escorting, il n'y a pas de michetonnage, il n'y a pas de pute de luxe. Il y a des criminels qui doivent être punis et il y a des victimes qui doivent être protégées. Au rang des violents figurent aujourd'hui Pierre et Yasmine. Leurs procédés sont méthodiques et parfaitement identifiables. Tout d'abord, il s'agissait de choisir et isoler les victimes. Pour cela, il fallait faire le vide autour d'elles. Presque logiquement, le recrutement s'est opéré dans un foyer de protection de l'enfance à Poitiers. Et je le dis au nom du ministère public que je représente aujourd'hui, que ces lieux de protection de l'enfance soient devenus propices au recrutement de jeunes adolescentes à des fins criminelles, c'est une défaite institutionnelle manifeste. Ainsi, Amélie et Inès, 2 jeunes filles de 14 ans, dont l'enfance avait déjà été marquée par la douleur, par la séparation et par le placement, se retrouvent choyées par Pierre, jeune homme de bonne présentation de 25 ans qui leur promet châteaux en Espagne et avenir radieux. Le piège était tendu. Pierre pouvait demander à ces 2 jeunes victimes un service en retour de sa protection. La première passe pouvait avoir lieu. Le 5 juin 2020, Amélie, âgée de 14 ans, s'est déshabillée devant un homme inconnu. Il l'a pénétrée avec son sexe, puis avec ses mains. Inès s'est déshabillée à son tour. Un 2e homme est arrivé et il a pu, lui aussi, satisfaire ses besoins qu'il pensait virils, dès qu'il en a eu envie, et avec un minimum d'effort. À partir de ce jour, il n'était plus question de l'overboy, de smartphone, ou bien de service rendu. Amélie et Inès étaient piégées par la perversité de Pierre, qui leur faisait étalage de sa dangerosité tout en leur promettant la sécurité, c'est ce qu'on appelle l'emprise. Piégées par Yasmine, qui exécutait la sale besogne avec rigueur, et piégée également par un sentiment qui petit à petit naissait chez elle, celui de la culpabilité. Amélie et Inès ont enchaîné les passes dans des appartements de centre-ville loués sur Internet. Les passes, c'est ce nom pudique que l'on utilise pour parler de la pénétration par un homme du vagin, de la bouche ou du rectum d'une adolescente en échange d'une somme d'argent. Au regard de ces éléments, je demande à votre cour de prononcer à l'encontre de Pierre une peine lourde. Les faits ont été commis et organisés par lui, en toute connaissance des interdits qui pesaient sur son activité. Il avait déjà été condamné pour des vols par le passé. Il s'inscrit désormais dans une criminalité atteignant les personnes. Pour ces raisons, je demande à votre cour de prononcer à son encontre une peine de 12 ans de réclusion criminelle avec une inscription au FIJES. Concernant Yasmine, les faits qui lui sont reprochés sont établis. Elle a activement participé
à l'emprise qui s'est installée sur Amélie et Inès, son statut d'ancienne victime ne lui garantit pas l'impunité. Elle a posé à plusieurs reprises le choix de la violence. Il faudra cependant considérer dans votre peine l'influence qu'avait Pierre sur elle et le fait qu'elle est restée cantonnée à un rôle d'exécutante. Pour ces raisons, je requiers à son encontre une peine de 5 années de réclusion criminelle avec inscription au FIJES. Et puis il y a Michel. Michel comparaît devant cette cour d'assises pour avoir eu recours à la prostitution avec Amélie à 6 reprises. Il aurait pu ne pas être là. Michel, en effet, aurait pu être jugé devant le tribunal correctionnel. Mais il était opportun que Michel soit jugé en même temps que Pierre et que Yasmine, afin de mettre en lumière le continuum de violence qui existe dans la chaîne prostitutionnelle. Parce que, en prostitution, le client n'est pas un consommateur de produits illicites, comme peut l'être celui qui consomme du stupéfiant. En prostitution, l'un organise une violence sexuelle et l'autre la commet. Et celui qui organise se comporte comme un gérant de magasin. Il fait une belle vitrine, il fait une belle publicité avec des beaux produits. Et bien entendu, il cache aux clients les aspects les moins reluisants de son arrière-boutique. C'est vieux comme le monde. Michel, durant toute l'enquête, a expliqué qu'il avait été dupé par ce marketing déplorable. Il a tout d'abord assuré ne jamais avoir su qu'Amélie était mineure. Elle lui avait dit qu'elle avait 18 ans. Selon lui, tout ceci était parfaitement légal, puisque ça se trouvait sur Internet. Comme je ne crois pas que Michel soit un idiot, bien qu'il essaie de nous le faire croire, je crois qu'il a fait preuve d'hypocrisie et de lâcheté, afin d'assouvir, d'une manière qu'il pensait convenable, un désir sexuel pour des mineurs qui ne l'est pas. Michel avait connaissance de l'état de minorité d'Amélie. C'est d'ailleurs ce qu'il recherchait, puisque sur son téléphone ont été retrouvés des échanges avec des jeunes filles qui se présentaient comme teen, comme prépubères, comme Lolita. Michel est lui-même père d'une adolescente. Il savait donc parfaitement que toutes les études médicales et gynécologiques constatent que la puberté intervient chez les jeunes filles en moyenne entre 9 et 15 ans, et que ce seuil a plutôt tendance à baisser au cours des dernières années. Il a cependant préféré fermer les yeux, croyant que le mensonge, organisé par Pierre et par Yasmine, allait lui assurer l'impunité. Michel a opposé, durant toute l'audience, l'argument du consentement. Pour lui, en matière sexuelle, les choses sont assez simples. Oui, c'est oui, non, c'est non. Tant que l'autre ne s'oppose pas, il peut y aller. Amélie n'a pas dit non, alors où est le problème ? Les cours d'assises sont fréquemment confrontées au simplisme de cette conception, qui fait fi des circonstances du oui et qui finalement pervertit totalement la notion de consentement. Le consentement sexuel, dans la loi pénale française, ce n'est pas un simple oui. C'est un choix libre et autonome qui tient compte tant des rapports de force et de domination préexistants entre les partenaires que du caractère profondément intime et engageant de la sexualité. Alors, à l'aune de cette nouvelle définition, quelle fut la qualité du choix d'Amélie, du haut de ses 14 ans, pour choisir de se mettre à nu devant Michel ? Était-elle libre quand elle a eu des rapports sexuels avec lui sans aucune contrepartie, ne récupérant même pas l'argent de ses passes ? Si la loi pénale punit de 7 années d'emprisonnement le recours à la prostitution de mineurs de 15 ans, c'est pour répondre fermement par la négative à cette question. Persévérant dans le déni de ses responsabilités, Michel a expliqué lors de l'enquête que Amélie aurait dû être poursuivie pour ses annonces. Peut-être avait-il en tête le délit de racolage qui ne s'applique pas aux mineurs et qui n'existe plus. Il a également expliqué qu'Internet devait être régulé, que les réseaux devaient être démantelés et que lui aussi était victime de tout cela. Je partage certaines de ses préoccupations. La loi n'est pas parfaite et Internet, effectivement, est un marché ouvert aux 4 vents qui ne protège pas les plus vulnérables. Une fois qu'on a dit ça, que fait-on ? Michel, lui, a choisi d'attendre la régulation et en attendant de profiter des failles comme si de rien n'était. C'est assez cynique quand on sait qu'il est informaticien et parfaitement au fait des enjeux de la régulation numérique. L'autre possibilité qui s'offrait à lui, c'était un sens des responsabilités et une capacité à identifier comme problématiques ces désirs sexuels pour des mineurs en parlant à des professionnels, par exemple. Concernant Michel, les faits qui lui sont reprochés sont établis. La minorité d'Amélie, sa grande vulnérabilité et la démarche de Michel, spécifiquement orientée vers une sexualité avec des enfants, sont autant d'éléments que vous commande d'être ferme. En répression,
Je demande que vous prononciez à son encontre une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 9 mois assortis d'un sursis probatoire pendant une durée de 2 ans, avec une interdiction d'entrer en contact avec la victime, une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, ainsi qu'une obligation de soins, en plus d'une inscription au FIJES. Face aux violences, aux mensonges et aux lâchetés des adultes, il y a des enfants. Amélie et Inès sont encore des enfants au regard de la loi pénale. Cela ne signifie pas que le développement de leur corps et de leur intelligence n'est pas considéré. Cela signifie qu'elles doivent être protégées. Que des structures publiques de protection de l'enfance doivent être des lieux d'accueil et de réconfort dans lesquels elles se sentent bien. Que les magistrats, que les professionnels, que les adultes qui sont en charge de leur protection doivent leur affirmer sans ambiguïté qu'elles ont été des victimes, que les agresseurs seront punis, qu'ils n'avaient pas le droit d'abuser d'elles, et enfin qu'elles seront accompagnées pour trouver de l'aide. Pour Amélie et Inès, c'est le début d'un chemin de reconstruction personnelle, de restauration de leur corps qui a subi des effractions répétées et régulières. Ce chemin sera long, il sera douloureux. Il devra passer par des espaces de parole pour se reconnaître comme victimes, par une réappropriation de leur sexualité comme un lieu de don et d'épanouissement, afin que leur corps redevienne, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, le leur. Je vous remercie.